Après avoir branché la tablette de mon mari pour la charger, j'allais préparer le petit déjeuner quand l'écran s'est soudainement allumé, attirant mon regard. Au moment où j'ai lu le message, je me suis figé, pétrifié sur place. Quand Amélie a branché la tablette de son mari pour la charger ce matin-là, elle voulait seulement finir de préparer le petit déjeuner, mais l'écran a clignoté et ses yeux sont tombés dessus involontairement. En lisant le message, elle s'est figée, incapable de bouger le moindre muscle. Nous espérons que vous apprécierez l'histoire d'aujourd'hui. Les crêpes épaisses au beurre grésillaient dans la poêle en fonte, et Amélie retournait soigneusement chacune d'elles avec sa spatule, vérifiant le dessous. La croûte était d'un brun doré uniforme, exactement comme Julien les aimait. Au début de leur vie commune, il avait mentionné que les crêpes de sa mère étaient toujours soit pâteuses à l'intérieur, soit dures comme du cuir, et que si Amélie devait en faire, elle devait les faire correctement. Et elle essayait sincèrement de les faire correctement. Dans la cafetière à piston, une riche couche de café moulu infusait, et Amélie a réussi à abaisser le piston à la seconde exacte où le liquide sombre menaçait de déborder du bord en verre. L'arôme de café torréfié se mêlait au parfum sucré de la vanille et du beurre. Et dans la cuisine, pour la première fois ce matin-là, c'était vraiment paisible. Depuis la chambre d'enfant au bout du couloir, une respiration douce et régulière s'échappait. Léo, 4 mois, dormait sur le côté, son petit poing blotti sous sa joue. Au cours des derniers mois, Amélie avait appris par cœur ses schémas respiratoires. Quand son fils était sur le point de se réveiller, ses respirations devenaient plus profondes et plus irrégulières, comme si son petit corps n'avait pas tout à fait décidé s'il était prêt à affronter la journée. En ce moment, le rythme était doux et calme. Cela lui donnait de l'espace pour respirer, elle aussi. De l'espace pour finir de cuisiner, verser une tasse de café à son mari, s'asseoir en face de lui et enfin avoir une conversation calme. C'était exactement ce qu'Amélie avait prévu. Calmement, sans accusation, sans ressentiment, sans larmes, comme 2 adultes qui partageaient un nouveau-né et une vie ensemble. Elle a sorti 2 assiettes du placard, la grande avec le bord bleu pour Julien, la plus petite pour elle. Elle a disposé les crêpes avec soin, ajoutant une noix de beurre et une cuillerée de confiture de fraises maison que sa mère avait mise en conserve l'été précédent. Sa mère avait toujours une réserve de ces bocaux en verre étiquetés au marqueur. Fraises été. Quand Amélie était enceinte, sa mère lui avait apporté un sac de courses entier rempli de ces pots, en disant « des vitamines, ma chérie ». Elle n'avait presque pas utilisé de sucre. Amélie avait ri à l'époque, soulignant que 3 cuillerées de confiture contenaient toujours plus de sucre qu'un soda, mais elle avait gardé les bocaux, et maintenant elle en ouvrait un presque chaque matin. Un silence unique régnait dans la cuisine, celui qui n'existe qu'entre 6h et 8h du matin avant que quiconque dans l'immeuble en copropriété ne soit parti au travail. L'ascenseur dormait encore et dehors, le ciel de Lyon commençait à peine à s'éclaircir en un gris pâle. Amélie aimait ce moment de la journée avant la naissance de Léo, car elle et son mari pouvaient prendre le petit déjeuner ensemble. Après le bébé, elle l'aimait parce que Léo dormait habituellement et elle pouvait simplement être elle-même. Pas une mère, pas une épouse, pas une femme épuisée, mais simplement Amélie, une femme de 32 ans dans une robe de chambre à fleurs délavées, les cheveux attachés en un chignon désordonné, tenant une tasse chaude. Elle a placé la tasse de Julien devant sa place habituelle. Ils avaient l'habitude de prendre le petit déjeuner ensemble, assis face à face. Julien aimait raconter des histoires drôles sur le travail, ses collègues ou des réunions d'entreprise inutiles. Amélie écoutait, riait et lui offrait parfois une autre crêpe. Cette tradition avait disparu maintenant. Julien mangeait généralement debout, les yeux rivés sur son téléphone, où il disait simplement « Je prendrai quelque chose au drive », attrapait son mug isotherme et partait. Mais aujourd'hui, Amélie avait décidé que ce serait comme au bon vieux temps. Du moins, elle essaierait. Elle a redressé le torchon suspendu à la poignée du four. Il était neuf, blanc avec des épis de blé brodés. Sa mère le lui avait offert la dernière fois qu'elle était venue de la banlieue lyonnaise. « Tu n'as que des chiffons gris et mornes, Amélie », avait dit sa mère. « Prends ça. Ça égayera un peu la cuisine. » Amélie l'avait accroché immédiatement, et il est vrai que la pièce semblait un peu plus lumineuse, mais cela ne réglait pas le vrai problème. Leur maison semblait froide. Pas la température, mais autre chose. Elle y pensait maintenant, en remuant un peu de lait dans son café. Elle y pensait tout en essayant simultanément de ne pas y penser. Avant la naissance de leur fils, elle était si sûre que son arrivée remplirait la maison de chaleur.
Elle et Julien avaient essayé d'avoir un bébé pendant près de 3 ans. Au début, ça n'arrivait tout simplement pas. Puis sont venus les médecins, les tests sans fin. Il y a eu un chagrin dont ils n'ont plus jamais parlé à voix haute. Et puis finalement, elle a vu ces 2 lignes roses. Julien n'y a pas cru au début. Il lui a demandé de faire un autre test, puis un autre. Puis il a couru à la pharmacie du coin, en a acheté 5 de plus et s'est assis dans le couloir en attendant qu'elle sorte de la salle de bain. Quand elle l'a fait, il s'est assis par terre sur le parquet près de la porte d'entrée et a chuchoté « Amélie, c'est vraiment vrai ?» Elle a hoché la tête. Il a pressé son front contre son ventre encore plat et a pleuré. Julien ne pleurait jamais. Il a plaisanté plus tard en disant que ses hormones de grossesse devaient être en suspension dans l'air. Ils sont allés à chaque échographie ensemble. Absolument toutes. Julien lui tenait la main, fixant le moniteur comme s'il assistait à un miracle. Et pendant tout le trajet du retour, il répétait « Tu as vu le rythme cardiaque ? J'ai vu le rythme cardiaque. » Le choix d'un prénom a pris du temps. Julien voulait Antoine, comme son grand-père. Amélie aimait le prénom Léo. Ils se sont gentiment disputés à ce sujet jusqu'à l'accouchement. Mais quand Amélie, les mains tremblant encore d'épuisement, a regardé ce petit visage rouge et ridé et a dit « C'est Léo », Julien, debout à côté d'elle en blouse bleue et avec une charlotte ridicule, a hoché la tête. Ses yeux étaient hébétés et submergés de bonheur, comme un homme qui avait enfin atteint la fin d'un voyage terriblement long. Il a chuchoté « Amélie, je te le promets, notre vraie vie commence maintenant. Une vie meilleure que celle de n'importe qui d'autre. Et une nouvelle vie a commencé, mais pas comme elle l'avait imaginé. » Julien a tenu une semaine, peut-être un peu plus. Au début, tout était parfait. Il faisait les courses pour les couches, achetait du lait maternisé, prenait des photos de leur fils endormi et les envoyait à sa mère avec la légende « Ton petit-fils ». Mais ensuite sont venues les nuits. Léo se réveillait toutes les 2 heures, parfois plus. Amélie se levait, l'allaitait, le changeait, le berçait pour qu'il se rendorme. Julien se levait avec elle au début, mais ensuite il a arrêté. C'est elle qui lui a dit « Va dormir. Tu travailles demain matin. » Mais bientôt, il a commencé à se réveiller irritable de toute façon. Il se plaignait d'avoir un brouillard cérébral et de ne pas pouvoir fonctionner au bureau. Puis il a commencé à dormir dans la chambre d'amis pour qu'au moins l'un de nous puisse se reposer. Cela semblait raisonnable, mais cette distance raisonnable n'a cessé de grandir et la présence de Julien dans sa vie et celle de Léo a commencé à diminuer. Il a commencé à rester tard au bureau, 1 heure au début, puis 2, puis à rentrer bien après que leur fils se soit déjà endormi. Il prétendait être submergé par un nouveau projet énorme dont dépendait sa prime trimestrielle. Amélie l'a cru. Puis il a commencé à prendre des verres avec ses amis après le travail. Juste Kevin et Daniel, des gars qu'elle connaissait depuis des années. Cela la dérangeait, mais elle a laissé passer. Bientôt, cependant, les amis ont disparu de ces histoires. Il ne restait que de vagues réunions et des questions éludées. Amélie se retrouvait assise dans la cuisine sombre la nuit, donnant un biberon à son fils, regardant par la fenêtre l'immeuble d'en face. Dans une fenêtre éclairée identique, elle voyait une autre femme seule tenant un bébé. L'idée qu'il y avait probablement des milliers de cuisines solitaires comme la sienne lui a noué l'estomac. Julien a arrêté de la toucher. Au début, Amélie pensait que c'était normal. La récupération postpartum prend du temps. Son gynécologue obstétricien le lui avait dit, mais les mois passaient et il ne faisait que s'éloigner davantage. Si elle posait une main sur son épaule, il tressaillait presque instinctivement comme s'il avait été brûlé. Ce n'était pas intentionnel, ce qui, d'une certaine manière, le rendait plus douloureux. Un soir, elle a dit, « Julien, tu me manques. » Il a répondu, « Je suis épuisé, Amélie. Je ne peux même plus respirer dans cette maison. » C'était le premier commentaire. D'autres ont suivi. C'est impossible de travailler ici. C'est impossible de se détendre ici. Ça sent le lait caillé. Il ne criait jamais. Il disait ces choses calmement, comme s'il commentait la météo. Et cette cruauté désinvolte était plus effrayante que n'importe quelle dispute hurlante. Puis Julien a acquis une étrange légèreté détachée, une énergie qu'il n'avait pas montrée à la maison depuis longtemps. Il rentrait tard, mais pas épuisé. Il avait l'air plein d'énergie. Il sentait une eau de Cologne fraîche et chère, certainement pas sa marque habituelle.
Il souriait à son téléphone. Une fois, elle est entrée dans le salon et l'a trouvé sur le canapé, fixant l'écran, gloussant tout seul. Quand il l'a remarqué, le sourire a disparu comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Il a posé le téléphone face contre la coudoir. « Oh, tu es debout ?» a-t-il dit, comme si elle était une étrangère qui s'introduisait dans sa maison. Il a commencé à emmener son téléphone dans la salle de bain pour envoyer des SMS. C'était le plus grand signal d'alarme. Avant, Julien envoyait des SMS à sa mère ou à un collègue juste devant elle. Maintenant, son téléphone vibrait dans sa poche. Il jetait un coup d'œil à l'écran, disait « Attends une seconde » et allait à la salle de bain. Il faisait couler l'eau, sortait 10 minutes plus tard l'air calme et légèrement distant et ne touchait plus son téléphone du reste de la soirée. Amélie a tout vu. Elle n'était pas naïve, mais à chaque fois, elle se persuadait du contraire. « Attends, tu viens d'avoir un bébé. Tes hormones sont en vrac. N'invente pas des choses. Les hommes mettent plus de temps à s'adapter à la paternité. Laisse-lui du temps. » Mais l'adaptation n'est jamais venue. Et aujourd'hui, elle avait décidé qu'elle en avait assez d'attendre. Ils allaient parler. Pas de drame, pas de larmes, pas d'accusations folles. Ils s'assieraient comme des adultes, face à face. Et elle demanderait « Qu'est-ce qui se passe avec toi, Julien ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Où vas-tu la nuit ? Pourquoi ne tiens-tu pas ton fils ? Pourquoi me regardes-tu comme si j'étais juste une colocataire ? » Elle a déposé la dernière crêpe, s'est essuyé les mains sur le torchon aux épis de blé. Du couloir est venu un bruit doux. Julien sortant de la salle de bain. Elle pouvait entendre le cliquetis des cintres dans le placard alors qu'il choisissait une chemise. Amélie a jeté un coup d'œil à l'horloge. 7h moins le quart. Il ne commencerait pas vraiment à se dépêcher de partir avant 20 minutes. C'est là qu'elle a vu la tablette. Elle était posée sur le coin de la table de la salle à manger, contre le mur où Julien avait installé un deuxième bureau de fortune. Parfois, il s'asseyait là la nuit avec des feuilles de calcul. L'écran était sombre, face vers le haut, mais une petite icône de batterie rouge clignotait dans le coin. Elle était presque morte. Amélie l'a regardée comme on regarde n'importe quel objet ménager et s'est tournée vers le frigo, mais elle s'est arrêtée. Julien s'énervait toujours quand ses appareils électroniques tombaient en panne au moment où il en avait besoin. « Tu as vu que la batterie était dans le rouge. C'est si difficile de brancher le chargeur ?» était sa plainte constante. Amélie avait l'habitude de rétorquer. « Comment suis-je censé savoir si tu l'utilises ?» Ils avaient eu des disputes stupides et épuisantes à ce sujet, le genre de chamaillerie mesquine que les gens fatigués utilisent pour couvrir des ressentiments beaucoup plus profonds. Ne voulant pas l'entendre se plaindre plus tard, elle a tendu la main. Le câble de chargement était juste là, branché dans la prise murale près de la plainte. Amélie a attrapé le cordon et a pris la tablette. Le dos en aluminium était chaud, comme si elle avait été utilisée très récemment. Elle l'a branché. La tablette a émis un doux carillon. L'écran s'est allumé. Il était verrouillé. Juste l'écran de code standard, l'heure en haut. Mais juste en dessous de l'horloge, dans le centre de notification, il y avait une seule bannière. Amélie ne l'a pas lu attentivement au début. Elle se retournait déjà vers la cuisinière quand elle a aperçu le nom du contact du coin de l'œil. Lord Doc. Juste ça. Pas de nom de famille, juste un prénom et une abréviation. Comme si la personne n'était pas un être humain, mais un dossier de classement. L'aperçu du message était caché. Mais pour une raison quelconque, Amélie s'est figée. Son cœur a fait un bond soudain et inconfortable avant même que son cerveau ne comprenne pourquoi. Laure pouvait être n'importe qui. Une collègue, une comptable. Doc pouvait signifier document. Ou un docteur. Julien avait mentionné que son dos lui faisait mal et qu'il devait voir un spécialiste. Amélie elle-même lui avait dit « Vas-y. Ne remets pas ça à plus tard. » Cela pourrait facilement être un cabinet médical. Mais ses mains devenaient déjà froides. Pas encore de terreur, juste cette intuition subtile, presque invisible, que les femmes possèdent, bien qu'elles s'y fient rarement avant qu'il ne soit trop tard. Elle voulait poser la tablette. Vraiment, elle le voulait. Une voix dans sa tête disait « N'y touche pas. S'il se passe quelque chose, ça finira par se savoir. Ne deviens pas la femme folle qui fouine. »
Mais à cet instant précis, un souvenir d'il y a à peine une semaine a refait surface. Ils étaient assis dans la cuisine. Julien essayait de résoudre un problème de mise à jour logiciel sur la tablette, jurant à voix basse. Puis il a ri et a dit « D'accord, je vais mettre un code porte-bonheur. Si ça ne résout pas le problème, rien ne le fera. » Il a tapé un numéro à 4 chiffres, le mois et le jour de naissance de leur fils. À l'époque, Amélie avait senti un battement chaleureux dans sa poitrine. Elle avait l'impression qu'il acceptait enfin le fait qu'ils avaient un enfant. Elle se souvenait de ces chiffres maintenant. Elle les connaissait par cœur. Elle les écrivait sur les formulaires d'admission pédiatrique, sur les carnets de vaccination, sur les déclarations d'assurance maladie. Elle a tapé les 4 chiffres. L'écran s'est déverrouillé. Au début, elle n'a pas pu comprendre ce qu'elle voyait. La tablette ne s'était pas ouverte sur l'écran d'accueil. Elle s'était ouverte directement sur l'application Messages. Julien devait avoir envoyé des SMS tôt ce matin et avait oublié de fermer l'application avant de verrouiller l'écran. C'était une longue conversation avec leur doc. Pas de photo de profil. Les messages s'empilaient les uns après les autres, longs et courts. Les yeux d'Amélie ne sont pas tombés sur le plus récent en premier. Ils se sont accrochés à un bloc de texte au milieu. J'en ai marre d'être la seconde. Même après la naissance du bébé, tu n'étais pas heureux. Tu as dit toi-même que le gamin a ruiné ta vie. Si tu veux être avec moi, arrête d'avoir pitié d'elle. Amélie a lu les mots. Mais son cerveau a refusé de les traduire en français. C'était comme lire une langue étrangère. Elle les a relus encore et encore. Le tic-tac de l'horloge murale semblait soudain incroyablement fort. Au bout du couloir, dans la chambre d'enfant, Léo a poussé un léger soupir. Il devait probablement se retourner dans son sommeil. Les oreilles d'Amélie se sont automatiquement fixées sur ce son, car la respiration de son bébé était infiniment plus réelle que l'écran lumineux dans ses mains. Son fils s'est réinstallé dans un rythme régulier. Et Amélie se tenait dans la cuisine, dans sa robe de chambre à fleurs délavées, la poêle en fonte chaude dans son dos, tenant la tablette de son mari, lisant un message d'une femme qui en avait marre d'être la seconde. Laure n'était pas une comptable. Elle n'était pas un médecin. C'était la maîtresse de Julien, une femme qu'il avait apparemment trouvée après qu'Amélie ait accouché. Après qu'il se soit tenu en blouse bleue dans la salle d'accouchement en lui promettant le monde, après qu'il ait pleuré dans le couloir, il avait trouvé quelqu'un d'autre et cette personne exigeait qu'il cesse d'avoir pitié de sa femme. Les crêpes refroidissaient dans les assiettes. Les yeux d'Amélie se sont lentement traînés vers le message le plus récent, celui qui avait déclenché la notification une minute auparavant. Il était plus court, plus froid, écrit sur un ton clinique totalement différent. Les résultats sont arrivés. Tu peux les récupérer aujourd'hui. Oui, ADN. L'accord est la clé en ce moment. En dessous se trouvait une pièce jointe, la photo d'un document. Amélie a tapé sur l'image. Elle s'est agrandie pour devenir un rapport médical. Il portait l'entête d'une clinique de fertilité locale, la signature d'un médecin, le nom complet de Julien et des colonnes de résultats de laboratoire. Près du bas, une phrase surlignée l'a frappé comme un coup physique. Altération sévère de la fonction de reproduction. La conception naturelle est pratiquement impossible. Elle a lu la phrase 3 fois. 4. 5. Puis elle a lentement levé la tête et a regardé vers le couloir en direction de la chambre d'enfant. La porte était entr'ouverte de quelques centimètres, exactement comme Amélie la laissait toujours la nuit pour pouvoir entendre Léo. À travers l'ouverture, elle pouvait voir le bord du berceau blanc. Et derrière ces barreaux, dormant sur le côté avec son poing sous la joue, se trouvait Léo, 4 mois. Son fils, Aéléa Julien. Des cils sombres, les cils de Julien, longs et légèrement recourbés aux extrémités. Elle les avait remarqués à la maternité et avait dit à sa belle-mère, c'est une version miniature de son père. La fossette sur son menton était aussi celle de Julien. Quand Léo souriait dans son sommeil, la fossette se creusait d'une manière presque comiquement identique à celle de son mari. Et maintenant, Amélie regardait un rapport médical affirmant qu'un soleil comme celui-ci ne pouvait pas appartenir à Julien. Quelque chose a cliqué en elle. Ça n'a pas cassé. Ça ne s'est pas brisé. Ça a juste basculé, comme un lourd levier mécanique se verrouillant dans une nouvelle position. Si elle avait été une autre femme, ou si c'était un autre matin, peut-être se serait-elle effondrée sur le sol en linoléum ensanglantant.
Peut-être aurait-elle douté d'elle-même, sombré dans une panique de « et si ». Mais Amélie n'avait porté qu'un seul enfant, et elle savait avec une certitude absolue et inébranlable qui était le père. Elle connaissait Cécile et ce menton à fossettes. À cause de cela, elle n'a pas cru au rapport médical. Elle a cru autre chose. Julien essaie de leur préparer quelque chose de vil avant un véritable litige juridique, avant les médecins mandatés par le tribunal, avant un juge. Julien allait prendre Amélie par surprise avec un morceau de papier prétendant que le bébé n'était pas le sien. Il allait utiliser le choc, la honte et la terreur pour la manipuler afin qu'elle signe la renonciation à ses droits. Ce qu'il voulait exactement qu'elle signe, elle ne le savait pas encore, mais son instinct lui disait que c'était une mauvaise affaire. Pourquoi sinon cette précipitation avant l'ADN? L'accord est la clé. Étrangement, ses mains ont cessé de trembler. En fait, elles sont devenues incroyablement stables. Elle a fouillé dans sa poche, a sorti son propre iPhone et a rapidement pris des photos de l'écran de la tablette. D'abord, le message sur le fait d'être la seconde, puis le texte disant que le bébé a ruiné sa vie. Puis les textes sur l'ADN et l'accord. Puis le rapport médical, puis un gros plan de l'entête de la clinique et de la signature. Elle n'a pas respiré pendant tout ce temps. Quand elle a eu fini, elle a expiré, a vérifié sa pellicule pour s'assurer que les photos étaient nettes et a fermé l'application message. Elle a soigneusement appuyé sur le bouton de verrouillage de la tablette. L'écran est devenu noir. Amélie a reposé la tablette à l'endroit exact où elle l'avait trouvée, face vers le haut, sur le coin de la table. Elle a laissé le chargeur branché. Il fallait que tout ait l'air comme si elle venait de lui rendre service en la chargeant, sans fouiner, sans lire, sans rien savoir. Elle s'est retournée vers la cuisinière. Le brûleur sous la poêle était toujours à feu doux. Elle avait oublié de l'éteindre. Amélie a tourné le bouton. La flamme s'est éteinte et la cuisine est retombée dans un silence absolu. Dans ce silence, elle a entendu des pas dans le couloir. Julien se dirigeait vers la cuisine, se déplaçant avec la démarche lente et confiante d'un homme qui a tout sous contrôle. Il sentait cette eau de Cologne fraîche et chère. Le col de sa chemise était parfaitement repassé. Ses cheveux encore légèrement humides de la douche. Il avait l'air soigné, reposé, bien trop reposé pour un homme qui avait passé la dernière semaine à se plaindre que sa propre maison l'étouffait. « Oh, tu es debout » dit-il en s'arrêtant sur le seuil. Ses yeux balayèrent la table, les tasses de café, les crêpes, et se posèrent carrément sur la tablette contre le mur. Pendant une fraction de seconde, un minuscule pli apparut entre ses sourcils. Si Amélie n'avait pas su ce qu'elle savait maintenant, elle l'aurait manqué. Mais elle l'a vu. « Tu l'as branché » demanda-t-il. « Oui » répondit Amélie. Sa voix était parfaitement égale. Même elle en était surprise. « Assieds-toi. Ta nourriture refroidit. » Il s'assit à sa place habituelle en face d'elle, déplia une serviette en papier et prit sa fourchette. Il la regarda de l'autre côté de la table, et dans ses yeux, elle vit ce regard familier des derniers mois. Une attention calme, légèrement détachée, presque polie. Le regard d'un homme qui pense à autre chose en mangeant la nourriture de quelqu'un d'autre. Amélie lui versa son café, s'assit en face de lui et croisa les mains sur la table. « Tu seras à la maison ce soir » demanda-t-elle. Julien mâcha, prit une gorgée de sa tasse et laissa son regard dériver vers un point quelque part au-dessus de son épaule. « Je ne sais pas » dit-il. « J'ai un problème à régler. » Et à cette seconde, Amélie réalisa qu'il ne serait pas le seul à régler un problème aujourd'hui. Julien mangea vite. Avant, il s'attardait à table. Il racontait des blagues, demandait à se resservir, lui disait quelle était la meilleure cuisinière de Lyon. Aujourd'hui, il a englouti 3 crêpes, a repoussé son assiette, s'est essuyé la bouche et s'est levé. Il a fini son café debout près de l'évier, a vérifié son Apple Watch et a dit « Bon, je dois y aller ». Il a attrapé sa veste de costume sur le dossier d'une chaise et l'a enfilée. À la porte d'entrée, il se retourna, ses yeux se posant une fois de plus sur la tablette sur la table. Amélie le vit de sa vision périphérique alors qu'elle rassemblait la vaisselle. Elle ne le regarda délibérément pas. Elle se versa un peu plus de café, agissant comme si rien au monde n'avait plus d'importance que cette tasse. « N'oublie pas. Je dois passer chez ma mère ce soir, dit-il. Je serai peut-être en retard. » Compris, répondit Amélie. Il resta sur le seuil une seconde de plus,
comme s'il hésitait à ajouter quelque chose, mais il ne le fit pas. Il referma la porte, un clic normal et quotidien du loquet. Amélie écouta le pêne se verrouiller, l'entendit appeler l'ascenseur, entendit le bourdonnement de la cabine qui descendait. C'est seulement alors qu'elle posa sa tasse. Elle la posa très soigneusement car ses mains avaient soudainement cessé d'être stables. Dans la chambre d'enfant, Léo s'agita. Un grognement doux et endormi. Pas encore de pleurs, juste l'échauffement. Amélie se leva, s'essuya les mains sur le torchon aux épis de blé et se dirigea vers son fils. Léo était allongé sur le dos, agitant ses petits poings en l'air comme le font les bébés quand ils veulent être pris dans les bras. Il vit sa mère, éclata d'un large sourire édenté, et la fossette sur son menton se creusa. Amélie se pencha, le prit dans ses bras et le serra fort contre son épaule. Il était chaud, un peu lourd, et sentait la lotion pour bébé et ce parfum unique et enivrant de la petite enfance. Elle resta là pendant une minute entière, les yeux fermés, l'inspirant profondément. « Allons te nourrir, mon petit gars », chuchota-t-elle. La journée reprit son cours habituel. Amélie se déplaçait dans l'appartement en pilote automatique, allaitant, changeant les couches, lavant les biberons, chargeant le stérilisateur, faisant une lessive de vêtements de bébé, les pliant sur le canapé du salon. Tout était identique à hier, à la veille et à la semaine dernière, sauf que 3 phrases tournaient en boucle dans sa tête. ADN. L'accord est la clé. Marre d'être la seconde. Elle essayait de les repousser, mais elle ne le pouvait pas. Elle raisonnait quand elle mélangeait les céréales pour bébé. Elle raisonnait quand elle fermait un body frais. Elle raisonnait quand elle regardait Léo dormir dans ses bras, s'émerveillant de la façon dont ses longs cils papillotaient. Elle avait l'impression de se déplacer sous l'eau, lentement, luttant contre une résistance invisible. Son café devint glacé. Elle ne s'en rendit compte que lorsqu'elle en prit une gorgée et grimaça. Elle avait laissé une petite casserole d'eau bouillir sur le feu pour stériliser une tétine et l'avait complètement oubliée. Dieu merci, elle ne s'était pas évaporée. Il restait un fond d'eau. Amélie éteignit le feu et appuya son front contre l'acier inoxydable froid de la hotte. Elle resta comme ça pendant 10 secondes. Ça a un peu aidé. La machine à laver dans la buanderie passa en mode essorage, rugissant comme un réacteur d'avion. Amélie sursauta, puis laissa échapper un rire sec et sans humour de sa propre nervosité. Mon Dieu! Terrifiée par une machine à laver. Vers midi, elle a mis Léo dans sa poussette et l'a sorti sur le balcon. Les panneaux de verre pouvaient s'ouvrir, et Amélie aimait laisser entrer l'air vif du Rhône. En bas, dans la cour de l'immeuble, sa voisine du 3e étage, Madame Dubois, promenait son petit terrier blanc. Madame Dubois leva les yeux, vit Amélie et lui fit un signe de la main. Amélie lui rendit son signe. Léo, reposant contre sa poitrine dans son porte-bébé, respirait paisiblement, chaud, content, totalement inconscient que ce matin même, son propre père orchestrait un mensonge qui effacerait légalement son existence. Et c'est à ce moment-là qu'Amélie, pour la première fois de la journée, sentit vraiment la rage vibrer en elle. Ce n'était pas une colère explosive. C'était un fil à haute tension qui bourdonnait sous sa peau. Froid à l'extérieur, mais touchez-le et il vous réduirait en cendres. Elle a rentré Léo, l'a couché dans son berceau et a allumé son mobile, un carrousel tournant de petits ours jouant une douce berceuse. Léo babilla joyeusement aux ours. Amélie sortit doucement de la pièce, referma la porte en laissant une fente, se dirigea vers l'îlot de la cuisine et sortit son iPhone. Elle a ouvert les photos. Elles étaient toutes encore là. Le rapport médical n'avait pas disparu. Les textos étaient réels. Elle n'avait pas perdu la tête. Elle a parcouru ses contacts et a trouvé Nathalie. Elles étaient meilleures amies depuis 12 ans, depuis leur 2e année à l'université de Lyon. Nathalie était maintenant associée dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille en centre-ville. Amélie se souvenait encore de leurs blagues. Tu as choisi le droit de la famille. Bien sûr. Rien de plus amusant que les divorces compliqués des autres. Nathalie avait l'habitude de rétorquer. Attends de voir les tarifs. C'est très amusant. Amélie n'était pas d'humeur à plaisanter aujourd'hui. Elle a appuyé sur « Appeler ». Nathalie a décroché à la 3e sonnerie. Salut ma belle, je te rappelle dans 15 minutes. J'ai un client dans la salle de conférence. C'est une urgence ? Amélie voulait dire que non.
Elle était du genre à toujours minimiser ses besoins, mais cette fois, elle a entendu sa propre voix dire « C'est une urgence, Nat ». Il y a eu une pause d'une fraction de seconde sur la ligne. « Donne-moi 5 minutes. » Nathalie a rappelé en 4 minutes. Son ton avait complètement changé pour sa voix d'avocate, vive et professionnelle. « Parle-moi. » Amélie a tout déballé aussi chronologiquement qu'elle le pouvait. Comment Julien avait changé après le bébé. Les nuits tardives. Les sautes d'humeur énergiques étranges. Le téléphone caché dans la salle de bain. La tablette laissée en charge. Le code porte-bonheur. L'ordoc, marre d'être la seconde. Le gamin a ruiné ma vie. L'ADN. L'accord. Le rapport médical citant une altération sévère de la fonction de reproduction. Les cils et les fossettes du bébé et comment Julien avait regardé la tablette ce matin-là. Ce moment fugace de panique. Nathalie a écouté dans un silence absolu. Elle n'a interrompu qu'une seule fois. « Tu as pris des photos sur ton téléphone ? » Bien. Quand Amélie a eu fini, la ligne est restée silencieuse pendant 1 minute entière. Puis Nathalie a commencé à parler lentement et clairement, comme un régulateur parlant à quelqu'un debout au bord d'un pont. « Amélie, écoute-moi très attentivement. Je vais te dire quelque chose et tu dois les mémoriser comme si ta vie en dépendait, parce que la vie de ton fils en dépend. J'écoute. Premièrement, un rapport médical concernant l'infertilité, même s'il est 100% réel, n'annule pas légalement la paternité. Tu comprends ? L'infertilité est une probabilité médicale. La paternité est un fait légal. Comme vous êtes mariés, il est légalement le père présumé. Ce fait ne peut être renversé que par un test ADN ordonné par un tribunal. Aucun imprimé de clinique, aucune histoire larmoyante du genre monto de spermatozoïdes et n'a de poids légal pour contester la paternité. C'est la règle numéro 1. Compris. Deuxièmement, s'il compte te prendre par surprise avec ce rapport et essayer de t'entraîner dans un accord à l'amiable rapide avant de faire un vrai test ADN, cela signifie qu'il a besoin que le mensonge fonctionne. Il a besoin que tu sois terrifiée et honteuse avant que la vérité n'éclate. C'est crucial, Amélie. Un homme qui veut la vérité dépose une requête pour un test de paternité. Un homme qui veut te dépouiller te demande de signer un papier en secret. Compris. Compris. Troisièmement. Et écoute-moi bien sur ce point. Tu ne signes rien. Pas d'accord de séparation. Pas de réglons ça tranquillement. Pas de gardons ça secret pour nos parents. Pas de pense au bébé. Pas une seule signature, Amélie. Même s'il pleure, même s'il t'apporte une 12aine de roses, même s'il supplie, ne signe rien du tout sans ma présence. C'est clair ? Clair. Quatrièmement, ne cours pas à la pharmacie pour un kit ADN. Ne programme pas un test privé juste pour calmer ta propre anxiété. Nous ferons tout officiellement par le système judiciaire. Ainsi, la chaîne de possession sera à toute épreuve. Pour l'instant, tu ne confirmes rien et tu ne nies rien. Tu vis juste ta vie et tu t'occupes de ton fils. D'accord. D'accord. Et cinquièmement, ne lui fais pas savoir que tu sais. Ne lui jette pas une assiette à la tête. Ne casse pas la tablette. N'envoie pas de SMS à cette Laure. Ne l'appelle pas. Je suis très sérieuse, Amélie. S'il n'a pas réalisé que tu as lu ces messages, c'est ton atout maître. Laisse-le penser que tu ne te doutes de rien. Il agira avec arrogance. Et les hommes arrogants laissent toujours des traces. Tu es avec moi ? Je suis avec toi. Amélie était assise à l'îlot de la cuisine, son épaule engourdie à force de coincer le téléphone contre son oreille. De sa main libre, elle balayait mécaniquement les miettes de crêpes du matin en un petit tas sur le comptoir. En écoutant Nathalie, elle sentit la terreur pure du matin commencer à s'estomper, remplacée par un calme froid et calculateur. Non pas parce que tout allait bien, mais parce que le cauchemar avait maintenant un nom, un protocole et un gladiateur prêt à le combattre. « Envoie-moi les captures d'écran tout de suite », ordonna Nathalie. « Je te les envoie. Encore une chose. S'il vient te voir ce soir avec son petit discours, et il le fera probablement puisqu'il a un problème à régler, écoute attentivement. Laisse-le parler. Mémorise ce qu'il demande. Mieux encore, lance l'application dictaphone sur ton téléphone et glisse-le dans ta poche.
La France est un État où le consentement des deux parties est requis pour l'enregistrement. Mais pour l'instant, je veux juste entendre comment il formule cette menace. Nous verrons l'admissibilité plus tard. Garde juste le téléphone dans ta poche. D'accord. Tu as tout fait correctement aujourd'hui, Amélie. Tu m'entends? Tout. Amélie a murmuré un merci, a raccroché et a posé le téléphone face contre table. Elle est restée assise là pendant 1 minute. Puis une autre. Elle s'est levée, a porté sa tasse de café froid à l'évier et a ouvert le robinet. L'eau s'est précipitée sur la céramique. Avec ce bruit d'eau, sa poitrine s'est enfin détendue. La journée a continué. Mais maintenant, au lieu d'un disque rayé jouant 3 phrases terrifiantes, Amélie avait une liste de contrôle dans sa tête. Ne rien signer, ne rien montrer, tout enregistrer. C'était une liste simple. Et dans cette simplicité, elle a retrouvé son équilibre. Elle a nourri Léo, l'a mis à la sieste l'après-midi et l'a emmené faire une promenade dans le quartier. Madame Dubois était déjà rentrée. Sur un banc du parc, 2 femmes âgées débattaient de la hausse du coût des courses au supermarché bio. Amélie est passée devant elles, leur adressant un sourire poli. Elles ont souri en retour. Le monde tournait comme ce matin. C'était une sensation bizarre. Ta maison brûle de l'intérieur. Mais pour le reste du monde, c'est juste un mardi ordinaire. De retour à la maison, elle a rangé, plié les vêtements de bébé et s'est réchauffé une boîte de soupe de poulet et vermicelle. Elle a mangé debout près de la cuisinière car rester assise lui donnait la chair de poule. Elle n'arrêtait pas de vérifier l'heure. Julien avait promis d'être en retard. Ce « tard » planait sur l'appartement comme un nuage d'orage. Vers 19h, sa mère a appelé. Amélie a laissé le message sur le répondeur. Pas ce soir, maman. Elle dirait tout à sa mère éventuellement, mais pas aujourd'hui. Sa mère paniquerait, pleurerait et commencerait immédiatement à faire une valise pour venir. Amélie ne pouvait pas réconforter quelqu'un d'autre en ce moment. Elle avait besoin d'une concentration absolue. À 20h30, Léo s'est endormi pour la nuit. Cela lui donnait au moins 3 heures. Amélie s'est assise dans le fauteuil du salon, a tiré une couverture sur ses jambes et a attendu. Elle a allumé la télévision et a coupé le son juste pour avoir un peu de lumière et de mouvement dans la pièce. Une émission de fin de soirée jouait silencieusement à l'écran. À 22h-10, Le Pen a cliqué. Julien est entré dans l'entrée et Amélie a immédiatement su que son comportement avait changé. Ce matin, il était pressé et soigné. Ce soir, il dégageait une énergie tendue et délibérée. L'énergie d'un homme entrant dans une pièce avec un pistolet chargé dans sa poche. « Salut », dit-il. « Salut, le bébé dort. » Il y eut un bruissement de cellophane depuis le couloir. Amélie se pencha légèrement en avant et vit Julien entrer dans le salon en tenant un bouquet. Des chrysanthèmes blancs, du feuillage bon marché de supermarché enveloppé dans du plastique transparent avec un ruban générique. Il ne lui avait pas acheté de fleurs depuis 8, peut-être 9 mois. Pas depuis la fête des mères, au moins. Il s'approcha et tendit le bouquet. Amélie le prit. Les fleurs avaient une odeur acre et fortement réfrigérée. Elles sortaient clairement d'un rayon floral de supermarché. Elle les posa sur ses genoux, les tenant contre sa poitrine, et leva les yeux vers son mari. Julien croisa son regard une fraction de seconde, puis détourna les yeux. Il passa devant elle jusqu'à la porte de la chambre d'enfant, l'entr'ouvrit et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Léo poussa un grand soupir endormi. Julien n'entra pas. Il ne se pencha pas sur le berceau. Il n'ajusta pas la couverture. Il resta juste à regarder pendant 5 secondes, referma doucement la porte et retourna dans le salon. « Assieds-toi, Amélie, dit-il. Nous devons parler. » Il s'assit sur le canapé en face de son fauteuil. Il posa un porte-documents en cuir foncé sur ses genoux. Il avait l'air tout neuf. Amélie ne l'avait jamais vu auparavant. Il l'ouvrit. Une pile de papiers impeccables bougea à l'intérieur. À 7 secondes exactes, sans quitter le porte-documents des yeux, Amélie glissa sa main droite dans la poche de sa robe de chambre en flanelle. Ses doigts trouvèrent son iPhone, chaud contre sa jambe. Elle appuya sur le bouton rouge d'enregistrement de l'application dictaphone. Julien ouvrit le porte-documents. Ses mouvements étaient légèrement maladroits.
Un des papiers faillit glisser de ses genoux. Il le rattrapa, tapa sur la pile pour en redresser les bords et appuya sa paume à plat dessus comme pour retenir physiquement ce qu'il s'apprêtait à déchaîner. Amélie le regarda en silence. Les chrysanthèmes bon marché gisaient sur la couverture sur ses genoux. Elle ne les bougea pas. Elle n'en avait pas l'énergie. Il sentait le rayon réfrigéré. Et pour une raison quelconque, cette odeur stérile lui serra la gorge. « Amélie » commença Julien, sa voix travaillée et basse. « S'il te plaît, ne panique pas. J'ai juste besoin que tu m'écoutes. » « J'écoute. » Il se frotta le visage, soupira lourdement et fit une pause, la pause dramatique exacte que les gens prennent quand ils ont répété un monologue et décident quelle phrase d'ouverture utiliser. « Je sais comment ça va sonner, dit-il. Et je sais que tu as. Eh bien, tu viens d'avoir un bébé. C'est difficile pour toi en ce moment. Tes hormones sont complètement chamboulées. Je comprends. C'est pourquoi j'ai besoin que tu écoutes calmement, comme des adultes rationnels. » Amélie ne dit rien. Sous l'emballage en plastique, ses doigts serraient la tige épaisse d'un chrysanthème. Son pouce trouva une petite épine sur une feuille, et elle appuya dessus, se concentrant entièrement sur cette petite douleur aiguë. Julien sortit la première feuille de papier du porte-document et la posa sur la table basse entre eux, la tournant pour qu'elle lui fasse face. C'était le rapport médical. Amélie reconnut le logo de la clinique, la signature du médecin, les colonnes de texte. Seulement maintenant, le papier avait l'air impeccable et réel, comme s'il l'avait imprimé au bureau cet après-midi même. « Je suis allé voir un spécialiste, dit-il. Je devais y aller depuis un moment. Tu sais, mon dos me fait mal. Bref, ils ont fait des analyses de sang et ils ont trouvé des problèmes sérieux. C'est tout écrit là. Tu peux lire. Je ne vais pas jouer avec toi, Amélie. Je vais te le dire franchement. Selon ces analyses, la conception naturelle pour moi est pratiquement impossible. » Il s'arrêta de parler et la fixa, attendant l'explosion. Amélie baissa lentement les yeux vers le papier. Elle regarda la phrase surlignée qu'elle avait déjà mémorisée. Altération sévère de la fonction de reproduction. La conception naturelle est pratiquement impossible. Elle la fixa comme si elle la lisait pour la première fois, puis leva lentement son regard vers lui. Et elle demanda. Sa voix était plate, légèrement rauque. « Que veux-tu dire ?» Julien se pencha en avant, incrédule. « Amélie, tu comprends ce que ça veut dire ? Dis-moi. » Il se frotta à nouveau le visage et se lécha les lèvres. « Ça veut dire. Ça veut dire que je ne peux pas être certain que Léo est mon fils. Je ne dis pas que je te blâme. Regarde-moi. Je ne t'accuse de rien de malveillant. Peut-être que quelque chose s'est passé. Peut-être que c'était une erreur. Je ne sais pas. Peut-être que tu ne le savais même pas. Mais les faits sont les faits. J'ai ces résultats de laboratoire. Et avoir un enfant avec ces chiffres est une improbabilité médicale massive. » Amélie le fixa. Elle ne voyait plus son mari. Elle voyait un homme livrant un discours minutieusement répété. Elle le savait parce que ses pauses tombaient sur des temps parfaitement calculés. Elle le savait parce qu'il disait « Je ne t'accuse pas », avec l'inflexion exacte conçue pour que cela ressemble à une accusation. Elle le savait parce que sa main gauche appuyait toujours fermement sur le porte-document, retenant ce qui allait suivre. « Julien, dit-elle d'un ton égal. Si tu as des doutes, faisons simplement un test ADN. » Son visage se crispa. Cela dura une fraction de seconde, une ombre déchirant ses traits. Puis il l'effaça. « Écoute, dit-il en levant une main. Je t'ai demandé de rester calme, et tu parles déjà de test ADN, de poursuite et de drame. Je n'ai pas dit poursuite, j'ai dit un test ADN. Amélie, serre-toi de ta tête. Si nous commençons à exiger des tests de paternité officiels, tu sais comment ça marche. C'est déposé au tribunal des affaires familiales. Ça devient un dossier public. Tes parents le sauront. Ma mère le saura. Les gens de mon cabinet le sauront. Les gens de ton travail le sauront à la fin de ton congé maternité. Tu veux vraiment que tout Lyon chuchote sur l'identité du vrai père de ton bébé? J'ai eu un bébé avec toi. Le papier dit le contraire. Le papier n'a pas accouché, Julien. Il se tut, se renversa contre le canapé, regarda le plafond, puis la regarda à nouveau.
Amélie, je n'essaie pas de ruiner ta vie. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je te propose une sortie propre et digne pour nous deux, pour que nous puissions simplement passer à autre chose tranquillement. Il sortit un deuxième document du porte-document et le posa sur le rapport médical. C'était un accord de séparation. Amélie vit les paragraphes juridiques denses, les points de liste, les lignes de signature vides en bas. « Regarde ça », dit-il en tapant sur la page. « C'est plus que juste. Je garde l'appartement, évidemment, puisque mon salaire paie le crédit. Tu le sais. Je garde le SUV. Il est à mon nom de toute façon, mais je sais que les temps sont durs pour toi, alors je te donne une somme forfaitaire. Regarde, juste ici, assez pour que tu puisses verser un acompte sur un appartement et te remettre sur pied. Et la pension alimentaire? Eh bien, il y a une clause spécifique pour ça. Nous réexaminerons la question de la pension alimentaire après avoir établi la paternité biologique. S'il est à moi, je paie. S'il ne l'est pas, eh bien, tu comprends. Amélie fixa le contrat, mais pour une raison quelconque, les lettres se brouillèrent et tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était la veine qui pulsait dans le cou de Julien. Elle battait rapidement, rythmiquement, comme un métronome cliquetant à double vitesse. Tic, tic, tic. Il était terrifié. L'essentiel est que nous gardions ça secret, insista-t-il, sa voix s'adoucissant en une fausse sympathie. C'est juste un contrat. Nous allons chez un notaire. Nous signons. Nous le déposons. Et c'est fait. Personne ne le saura jamais. Pas de bataille judiciaire compliquée. Pas de traîner nos noms dans la boue. Pas d'avocat. Jusqu'à ce que l'eau. Il s'étouffa sur le mot. Il cligna des yeux, se rattrapant. Point jusqu'à ce que nous trouvions notre propre médiateur. Je ne ferai même pas intervenir mon avocat si tu acceptes de gérer ça avec maturité. Nous réglons ça entre nous. Laure. Il avait failli dire Laure. Amélie l'avait entendu haut et fort, mais son visage était resté un masque de pierre. Elle enfonça plus fort son pouce dans l'épine du chrysanthème. « Et si je refuse de signer ?» demanda-t-elle. « Alors ce sera un bain de sang. » Amélie, citation à comparaître, déposition, enquête. Tes parents seront impliqués. Ma mère sera impliquée. Tout le monde connaîtra tes affaires. Veux-tu vraiment t'infliger ça avec un nourrisson, sans revenu et sans logement? Julien, dit-elle doucement. Pourquoi dis-tu ces choses? Qu'est-ce que c'est? Me menacer avec mes parents, avec mon travail, d'être sans abri? Es-tu en train de négocier avec moi ou d'essayer de me terroriser? Il la fixa longuement. Puis, abandonnant complètement le ton faussement gentil, sa voix devint froide. J'essaie de t'aider. Alors faisons le test ADN. Juste un simple prélèvement avant de signer quoi que ce soit. Je ne comprends pas pourquoi tu t'accroches à cette illusion, lança-t-il, perdant son sang-froid. Et je ne comprends pas pourquoi tu es si têtu. Julien se leva, fit les 100 pas jusqu'à la fenêtre et revint. Il s'assit lourdement. Très bien, dit-il, levant les mains en signe de fausse reddition. Je ne te force pas à décider ce soir. Ne le signe pas aujourd'hui. Pense-y, prends le week-end. Mais je t'en supplie. N'implique personne d'autre là-dedans. Pas d'avocat. N'appelle pas ta mère. Ça reste entre nous. Marché conclu. Amélie souleva lentement le bouquet de ses genoux et le posa sur la coudoir du fauteuil. Les chrysanthèmes glissèrent dans leur pochette en plastique. Je ne signerai pas une seule page de ça sans mon avocate, dit-elle. Point final. Julien referma le porte-document d'un coup sec. Le claquement sonore fit sursauter Amélie pour la première fois de la soirée. Son sang-froid méticuleusement construit vola en éclats. Une vilaine rougeur monta le long de son cou. Alors, tu veux la guerre, siffla-t-il. Non, répondit calmement Amélie. J'ai juste décidé de ne pas livrer toute ma vie pour un bout de papier que ta maîtresse a imprimé. Le salon tomba dans un silence violent. C'était si calme qu'Amélie pouvait entendre le robinet de la cuisine goutter au bout du couloir. Julien devint blanc comme un linge. Ce fut instantané, comme un éclair. Mais elle vit la dévastation absolue dans ses yeux. La veine de son cou se figea. Sa lèvre inférieure s'entr'ouvrit légèrement. C'était le regard d'un homme qui réalisait bien trop tard qu'il était tombé dans un piège.
Une seconde plus tard, ses défenses se remirent en place, mais le mal était fait. « De quoi diable parles-tu » balbutia Théil. « Quelle maîtresse ? Tu es folle, Amélie ? Tu fais une dépression postpartum. Tu as besoin d'un psychiatre. Génial. Et tu pourras aller chez le notaire tout seul parce que je ne viendrai pas sans mon avocate. » Il se leva si vite que le canapé grinça. Il arracha le porte-document de la table. Il ne jeta même pas un regard aux fleurs de supermarché sur la coudoir. Il se précipita dans le couloir. Une seconde plus tard, la porte de la salle de bain claqua. Le verrou cliqua. Le robinet du lavabo fut ouvert à plein régime. Par-dessus le bruit de l'eau, Amélie entendit sa voix étouffée et frénétique. Elle ne distinguait pas les mots exacts, mais elle savait exactement qui il appelait. Elle se leva du fauteuil, marcha silencieusement dans le couloir et s'arrêta à 1 mètre de la porte de la salle de bain. Elle retint son souffle et écouta. « Point, je ne sais pas. Je jure que je n'ai rien dit. » Elle a juste deviné. « Non, on ne peut pas faire l'ADN. Tu sais bien que tout s'effondre. On doit aller plus vite. Je l'emmènerai au bureau du médiateur demain et je la forcerai. » Amélie recula, retourna silencieusement au salon, se rassit dans son fauteuil, remonta la couverture et sortit son iPhone de sa poche. L'application dictaphone tournait toujours, les formes d'ondes audio sautant sur l'écran. Elle appuya sur Stop, enregistra le fichier sous le nom « Confession Julien » et verrouilla son téléphone. Le lendemain matin, Julien quitta l'appartement avant le lever du soleil. Pas de petit déjeuner, pas de conversation. Il lança juste un commentaire par-dessus son épaule en sortant « Je t'enverrai l'adresse du médiateur par SMS ». Dès que le pen se verrouilla, Amélie appela Nathalie. 2 heures plus tard, Nathalie était assise à l'îlot de la cuisine d'Amélie, vêtue d'un tailleur noir impeccable, son bloc-notes juridique ouvert, portant les lunettes cerclées de métal qu'Amélie avait toujours aimées depuis l'université. Devant elle se trouvait le porte-document de Julien. Amélie avait discrètement pris des photos des documents pendant que Julien dormait sur le canapé et les avait imprimés ce matin-là. Nathalie lut les pages en silence pendant 10 minutes. Puis elle enleva ses lunettes et se frotta l'arête du nez. « D'accord, Amélie, écoute bien. Premièrement, cet appartement a été acheté après votre mariage. C'est un bien communautaire en France. De plus, l'apport initial provenait directement du fonds fiduciaire de ta grand-mère. Nous allons tracer ces fonds. L'appartement est en sécurité. C'est le premier point. D'accord. Point 2. Léo est né pendant le mariage. En vertu de la loi, Julien est légalement présumé être le père. Aucun rapport de laboratoire clinique, même signé par Dieu lui-même, ne l'emporte sur cette présomption. Seule une ordonnance du tribunal le peut. Compris. Point 3. Ce rapport médical soulève d'énormes doutes pour moi. Le numéro RPPS en haut est mal formaté. L'entête est obsolète. Cette clinique a fusionné avec un plus grand réseau hospitalier il y a 3 ans. Il n'utilise plus ce logo. Et la signature du médecin n'est qu'un gribouillis sans aucune qualification jointe. Je vais assigner cette clinique aujourd'hui. S'ils n'ont pas délivré ce document à Julien, c'est une toute autre affaire. C'est un faux et usage de faux. Tu penses que l'or l'a fait ? Je ne suppose rien pour l'instant. J'envoie l'assignation. Nous en reparlerons quand l'hôpital répondra. Nathalie referma le porte-document d'un coup sec. Quatrièmement, et le plus important, ne fais pas de test privé ou de prélèvement en pharmacie. Nous demandons immédiatement un test de paternité ordonné par le tribunal. Nous contrôlons le récit. Tu m'écoutes ? Je t'écoute. Et quoi que tu fasses, quand tu iras voir ce médiateur, tu ne signes rien. Je serai là avec toi. Amélie hocha la tête. Julien envoya un SMS le lendemain soir. Son ton était artificiellement léger, essayant de paraître coopératif. « Salut, j'ai organisé une réunion pour 10 heures demain dans un bureau de médiation en centre-ville. On va juste s'asseoir et discuter des options. Pas de pression pour signer si tu n'es pas prête. Juste une conversation. D'accord ? » Amélie répondit par SMS. « J'y serai. » Le lendemain matin, Amélie entra dans l'immeuble de bureau du centre-ville avec Nathalie à ses côtés. Elles arrivèrent 15 minutes en avance intentionnellement pour repérer les lieux.
C'était un immeuble de bureaux stérile standard. Le bureau du médiateur était au 2e étage. Nathalie insista pour qu'elle prenne les escaliers, pas l'ascenseur. Alors qu'elle descendait le couloir moquetté vers la porte vitrée du bureau, elles virent Julien. Il n'était pas seul. À côté de lui se tenait une femme d'une trentaine d'années, vêtue d'un trench coat beige boutonné jusqu'au cou, de talons raisonnables et d'un sac fourre-tout en cuir. Elle fixait son téléphone, faisant semblant d'être absorbée par un email, mais Amélie le remarqua immédiatement. Toutes les 2 secondes, ses yeux se levaient pour vérifier le visage de Julien. Julien se tenait légèrement de biais par rapport à elle. Ils ne parlaient pas, mais le lien invisible de panique entre eux était palpable. Julien leva les yeux, vit Amélie et s'avança, affichant un sourire crispé. « Salut, content que tu sois venu. Allons-y. On va faire ça simplement. » Puis ses yeux se déplacèrent et se posèrent sur Nathalie. Le sourire disparut. « Voici mon avocate, » dit platement Amélie. La bouche de Julien s'ouvrit, puis se referma d'un coup sec. Il lança un regard frénétique et terrifié à la femme au manteau beige. Elle leva les yeux de son téléphone. Amélie fit un pas vers elle. La femme leva les yeux et à cette seconde, son visage était un livre ouvert de pure panique. « Laure, » dit doucement Amélie. La femme devint pâle. Elle ne répondit pas à Amélie. Au lieu de cela, elle regarda sauvagement Julien, cherchant désespérément un signal. Julien s'interposa rapidement. « C'est une assistante juridique de mon cabinet. Je lui ai demandé de venir juste pour m'assurer que les papiers étaient correctement rédigés. » Nathalie ne perdit pas une seconde. Elle ouvrit calmement sa mallette en cuir, sortit 3 impressions glacées 20x25 des captures d'écran de la tablette et les disposa soigneusement sur la crédence du couloir, juste devant Julien et Laure. « Bien, » dit Nathalie, sa voix dégoulinant d'une politesse d'entreprise venimeuse. « Alors peut-être que votre collègue assistante juridique peut expliquer pourquoi elle vous conseillait par écrit de forcer ma cliente à accepter un accord avant qu'un test ADN ne puisse être effectué. Est-ce une nouvelle pratique standard en droit de la famille ?» Laure fixa les photos glacées. Elle vit son propre nom de contact. Elle vit ses propres textos. « J'en ai marre d'être la seconde. L'ADN. L'accord est la clé. » Une profonde rougeur hideuse envahit le cou de Laure. Elle se retourna vivement pour faire face à Julien. « Tu avais dit qu'elle ne savait rien, » siffla-t-elle. « Tu avais dit qu'elle était terrifiée par le scandale et qu'elle signerait pour sauver la face. Tu m'as menti, Julien. C'est toi qui voulais partir. C'est toi qui as dit que le bébé a ruiné ta vie. Je n'ai pas inventé ça. » Sa voix résonnait dans le couloir, montant jusqu'à devenir un cri. La porte vitrée du bureau du médiateur s'entr'ouvrit, et une jeune réceptionniste jeta un coup d'œil, les yeux écarquillés, avant de se retirer à la hâte. Un instant plus tard, la médiatrice elle-même, une femme sévère d'une 50aine d'années, vêtue d'un blazer élégant, sortit. Elle jeta un regard sur la scène. Julien, en sueur. Laure, hyperventilant, les impressions sur la crédence, l'avocate avec la mallette, et Amélie appuyée calmement contre le mur. « Il n'y aura pas de médiation aujourd'hui, » dit sèchement la femme. « Je ne facilite pas les accords sous la contrainte, et je ne tolère pas les cris dans mon couloir. Réglez ça dehors, s'il vous plaît. » Julien tenta de balbutier une excuse. La médiatrice leva une main et referma sa porte vitrée. Laure ne regarda même pas en arrière. Elle tourna les talons et se précipita vers la cage d'escalier. Le claquement frénétique de ses talons résonna dans les marches en béton. Julien poursuivit Amélie alors qu'elle sortait de l'immeuble, attrapant la manche de son manteau sur le trottoir. « Amélie, Amélie, écoute-moi. C'était elle. Elle m'a monté la tête. Je ne réfléchissais pas. Après la naissance de Léo, je ne savais pas ce que je faisais. Elle m'a manipulé. » Amélie s'arrêta. Elle retira doucement mais fermement ses doigts de son manteau. « Julien, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Tu n'avais pas perdu la tête. Tu étais en plein contrôle quand tu as couché avec ta maîtresse. Tu étais en contrôle quand tu as falsifié un rapport médical. Tu étais en contrôle quand tu as imprimé ce contrat. Et tu étais en contrôle quand tu as réservé ce bureau. Tu ne voulais pas la vérité. Tu voulais juste me faire taire avant qu'elle ne te rattrape. Elle se tourna et se dirigea vers la Peugeot de Nathalie garée à l'horodateur derrière elle.
Julien plaidait toujours, mais Amélie avait cessé d'écouter. Nathalie déposa la demande de divorce le lundi suivant. Elle fut impitoyable. Elle exposa le partage des biens, la garde principale complète pour Amélie et une pension alimentaire maximale basée sur les revenus de Julien. Quand Julien fut signifié, son premier appel fut pour sa mère. Suzanne appela Amélie 30 minutes plus tard, sanglotant dans le combiné, la suppliant de réaliser qu'il prenait une décision hâtive et devait penser au bébé. Amélie écouta patiemment, n'expliqua aucun détail et dit simplement « Suzanne, demande à ton fils ce qu'il en est du rapport de la clinique de fertilité et demande-lui des nouvelles de Laure. Ensuite, nous pourrons parler. » Sa belle-mère resta complètement silencieuse et ne rappela jamais. Julien se comporta exactement comme Nathalie l'avait prédit. D'abord, il menaça de contester le test de paternité jusqu'à la Cour de cassation. Ensuite, il tenta de faire traîner les enquêtes, cachant des relevés bancaires et demandant des reports, prétextant des problèmes de santé. Puis, soudainement, il changea de tactique et tenta de jouer la victime. Il commença à envoyer à Amélie de longs emails décousus au milieu de la nuit, affirmant qu'elle ne comprenait pas sa douleur, qu'il avait un cœur, lui aussi, et qu'elle détruisait leur famille à cause d'une paranoïa sans fondement. Amélie ne répondit jamais. Elle transféra chaque email à Nathalie. Des preuves, dit joyeusement Nathalie. Laisse-le continuer à creuser sa propre tombe. Le test ADN ordonné par le tribunal fut programmé 6 semaines plus tard. Amélie amena Léo au laboratoire désigné un mardi matin. Julien était déjà là dans la salle d'attente, l'air hagard et mal rasé, portant une polaire quechua froissée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il ne dit pas bonjour. Le prélèvement buccal prit 10 minutes. Léo ne pleura même pas. Il fixa curieusement l'infirmière tenant le long coton-tige, puis afficha un sourire édenté. Julien aperçut ce sourire, tressaillit et quitta la pièce en courant. Ces 3 semaines d'attente des résultats ressemblèrent à un interminable brouillard gris. Amélie allaitait Léo, poussait sa poussette dans le parc, mangeait de la soupe debout et dormait quand le bébé dormait. Sa mère arriva de province en avion et resta 1 semaine. Elle nettoya les plaintes, fit des montagnes de lessive et ne posa pas une seule question indiscrète. Une seule fois, tard dans la nuit, en faisant la vaisselle, elle caressa les cheveux d'Amélie comme si elle était une petite fille et dit « Tu es faite de fer, ma chérie. Je ne pense pas que j'aurais pu survivre à ça. » Ce fut la première fois qu'Amélie craqua enfin. Elle pleura sur l'épaule de sa mère pendant 5 bonnes minutes. Puis elle s'essuya le visage, se moucha et alla nourrir son fils. Les résultats arrivèrent un mercredi après-midi. Nathalie l'appela directement. Sa voix avait ce ton spécifique que les avocats utilisent lorsqu'ils essaient désespérément de rester professionnels tout en détenant une quinte flush royale. « Tu es assise ?» demanda Nathalie. « Je suis debout. »« Assieds-toi. » Amélie s'assit sur un tabouret près de l'îlot de la cuisine. Probabilité de paternité. 99,9%. Léo est son fils biologique. C'est dans la poche, Amélie. Amélie tenait le téléphone à son oreille, fixant d'un air absent ses propres mains sur le plan de travail en granit. Elle ne se sentait pas triomphante. Elle ne se sentait pas justifiée. Tout ce qu'elle ressentait était un épuisement écrasant et une profonde tristesse amère. Parce que l'homme qui avait nommé ce bébé, l'homme qui avait pleuré de joie devant un test de grossesse positif, l'homme qui lui avait promis le monde dans la salle d'accouchement, avait été prêt à utiliser sa propre chair et son propre sang comme monnaie d'échange dans une sale escroquerie juridique. Et aucun pourcentage d'ADN ne pourrait jamais effacer cela. Merci, Nat. Attends. Je n'ai pas fini, dit Nathalie. Tu te souviens de cette assignation que j'ai envoyée à la clinique de fertilité? Ils ont répondu. Ils n'ont jamais délivré ce rapport à Julien. Ce n'est pas leur en-tête actuelle. La signature du médecin est complètement fausse. C'est un délit de falsification de documents médicaux, Amélie. Et nous avons de fortes raisons de croire que Laure l'a produit. Il s'avère qu'elle a travaillé comme administratrice dans un laboratoire d'analyse médicale il y a 2 ans. Elle avait accès au modèle. Je soumets tout cela au juge. Fais-le. Soumets tout. Le divorce fut finalisé 2 mois plus tard. Julien, acculé par les preuves accablantes et par son propre avocat, qu'il avait sans aucun doute averti qu'il risquait une accusation de fraude, devint soudainement très conciliant. Les emails de victimes nocturnes cessèrent. Lors de l'audience finale,
il s'assit silencieusement dans un costume sombre. Les biens furent partagés en faveur d'Amélie. L'appartement fut protégé, reconnaissant le fonds fiduciaire de sa grand-mère comme bien propre. Amélie obtint la garde principale, et Julien fut condamné à payer le maximum de la pension alimentaire. La seule chose avec laquelle Julien repartit fut son précieux SUV. C'était sa seule petite victoire. Laure disparut avant même que l'encre du jugement de divorce ne soit sèche. Dès qu'elle réalisa qu'au lieu d'un petit ami riche avec un appartement en centre-ville, elle était sur le point d'être impliquée dans une enquête pour fraude fédérale tout en sortant avec un homme fauché payant une énorme pension alimentaire, elle prit la fuite. Julien mentionna à son avocat lors d'une déposition qu'elle était retournée chez ses parents dans la Creuse. Amélie entendit cela et réalisa pour la première fois que cela ne lui faisait pas mal. Elle ne ressentait absolument rien. Julien tenta de l'approcher une dernière fois un mois après que le juge ait signé les papiers. C'était fin août. Une brise chaude bruissait les premières feuilles sèches sur le trottoir. Amélie promenait Léo dans le parc. Le bébé avait 9 mois maintenant, assis dans sa poussette, portant une petite casquette de baseball de l'Olympique lyonnais, regardant très sérieusement un vol de pigeons. Julien sortit d'un sentier près de l'aire de jeu, l'air d'attendre. Il avait l'air épuisé. Pas de veste, les mains dans les poches. Amélie, je peux te parler une minute ? J'ai tout gâché. Je le sais. Mais tu dois comprendre, je la croyais. Elle m'a nourri de mensonges. Après la naissance de Léo, je sentais que je ne comptais plus. Comme si j'étais juste un chèque. Je ne savais pas comment gérer ça. Je n'avais pas toute ma tête. Amélie ne le regarda pas. Elle se pencha et ajusta le bord du petit chapeau de Léo. Léo tendit la main et attrapa son index avec une poigne étonnamment forte, sa petite main entière s'enroulant autour. Elle se redressa. « Julien, dit-elle doucement. Tu n'étais pas terrifié qu'il ne soit pas à toi. Tu étais terrifié qu'il le soit, parce que s'il était à toi, cela signifiait que tu devais assumer et être vraiment un père, pas juste un invité dans ta propre maison. Et tu ne voulais pas être un père. » Julien resta figé. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il la referma. Il hocha lentement la tête d'un air vaincu, se tourna et s'éloigna sur le sentier. Il marchait lentement, comme un homme qui n'avait vraiment plus nulle part où aller. Amélie regarda son dos pendant une seconde, puis tourna la poussette et poussa Léo vers les balançoires. Léo a eu 1 an au début du printemps. La fameuse pluie de Lyon avait enfin fait une pause. La cour sentait le cèdre humide, et les arbres éclataient de bourgeons vert vif. Amélie avait préparé un buffet simple sur l'îlot de la cuisine. Pas de grande fête parfaite digne de Pinterest, juste les personnes qui comptaient. Poulet rôti, une grande salade, et le fameux gâteau d'anniversaire à la vanille de sa mère avec une seule bougie blanche légèrement tordue au centre. Léo essaya immédiatement d'attraper la mèche enflammée, et Amélie dut doucement lui retirer les mains. Sa mère était là. Nathalie était là. Elle était devenue plus une sœur qu'une amie au cours de l'année écoulée. L'ancienne colocataire d'université d'Amélie était venue avec son mari et son bambin, et Madame Dubois du 3e étage avait amené son petit terrier blanc, qui se cachait actuellement sous la table, attendant les miettes tombées. C'était un petit groupe, mais la cuisine semblait incroyablement pleine. Tout le monde riait, prenait des photos du bébé. Madame Dubois racontait une histoire sur la première dent de son propre fils qui était sorti si tordu qu'il pensait qu'il ressemblerait à un pirate pour la vie. La mère d'Amélie coupait d'énormes parts de gâteau pour tout le monde. Léo était assis dans sa chaise haute, vêtu d'une nouvelle chemise blanche impeccable. Quand Amélie ralluma la bougie, il se figea, fixant la flamme avec de grands yeux sombres. Ses cils étaient longs, légèrement recourbés aux extrémités, les cils de son père. La fossette sur son menton se creusa alors qu'il souriait à la lumière brillante. Amélie se pencha et souffla la bougie pour lui. Tout le monde applaudit et acclama. Assis sur le comptoir, branché au chargeur à côté de la cuisinière, se trouvait l'iPhone d'Amélie. L'écran s'alluma. Une bannière de notification descendit. Amélie tendit la main et le prit. Pendant une fraction de seconde, juste une microseconde, un fantôme de souvenir résonna dans sa poitrine. C'était exactement comme ça qu'elle avait pris cette tablette dans cette même cuisine 1 an plus tôt. Le message était un email automatisé du système de dépôt électronique du tribunal de grande instance de Lyon. Avis de signification de jugement. Affaire classée.
Juste du texte bureaucratique sec. Pas de félicitations, pas de fanfare. Amélie le lut, verrouilla l'écran et posa le téléphone face contre le comptoir. Elle leva les yeux. À cet instant précis, Léo tendit sa petite main potelée vers elle. Elle était couverte de glaçage à la vanille, chaude, minuscule et si indéniablement vivante. Amélie se pencha et le prit dans ses bras, enfouissant son visage dans son cou. Il était une fois, un SMS accidentel sur une tablette en charge avait failli détruire sa vie. Mais debout dans sa cuisine ensoleillée, tenant son fils, Amélie connaissait la vérité absolue. Cela n'avait pas détruit sa vie. Cela l'avait sauvée. Cela l'avait sauvée d'un homme qui voulait transformer la maternité en un handicap, l'amour en chantage, et son propre fils en monnaie d'échange. Julien avait pensé qu'un faux bout de papier lui achèterait sa liberté, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est la vérité qui l'avait finalement libéré.